Salut à toi, bienvenue sur Afrique Ville Verte. Ici, on parle d'architecture, d'ingénierie, de matériaux de construction et de tout ce qui gravite autour du métier de l'habitat. Mais aussi, on parle de transition écologique, d'identité culturelle, d'identité urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler de nos villes, ou plutôt de l'architecture de nos villes. Faisons un peu d'histoire. Nos villes telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été conçues au début du XXe siècle, dans les années 1900. Et dès lors, le béton se positionne alors comme le matériau qui tiendra toutes les promesses de modernité, les promesses de logement décent pour tout le monde, les promesses de construction et de circulation urbaine, les promesses de cohésion sociale. Mais dites-moi, aujourd'hui, peut-on vraiment dire que le béton a tenu ses promesses? Peut-on honnêtement dire qu'on vit décemment dans nos villes? Nous ne citerons pas ici des villes, nous connaissons tous ces polémiques dans toutes nos villes, ou plutôt nos métropoles africaines. Cherté de la vie, nos villes qui chauffent trop, nos villes qui étouffent, nos villes dont on a parfois l'impression qu'elles ne nous ressemblent plus, ou plutôt qu'elles luttent contre nous. Mais très honnêtement, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de se loger sans avoir une clim ou un ventilateur? Ce n'est plus une question d'être aisé. Il est presque impossible, vivant dans nos villes ou dans nos métropoles, de se loger sans avoir des équipements de refroidissement, un réfrigérateur, un ventilateur ou un climatiseur. Est-ce vraiment comme ça que nous voulons vivre? Est-ce vraiment le modèle architectural que nous avait promis le béton initialement? Je ne crois pas. Ou plutôt, est-ce qu'on peut dire clairement qu'aujourd'hui, telles que nos villes sont conçues, elles tiennent toutes leurs promesses en ce qui nous concerne, nous les citoyens qui souhaitons vivre dignement, avoir des logements décents et pouvoir avoir des charges liées à l'habitat dans lequel nous sommes qui soient plutôt faibles. L'eau, la lumière et toutes les autres charges qui gravitent autour, l'entretien. Ne faisons pas un procès du béton parce que ce n'est pas là la question. La question c'est comment est-ce que nous l'utilisons? Comment est-ce que nous utilisons tous les autres matériaux qui sont autour de nous pour pouvoir nous offrir à nous des logements décents, des logements qui culturellement nous ressemblent. Curieusement, on ne s'est jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'il fait si frais parfois à l'extérieur en soirée et qu'il fait si chaud à l'intérieur? Simplement. Pourquoi est-ce que chaque fois que nous entrons chez nous pour les plus aisés, nous démarrons ou nous enclenchons directement nos climatiseurs? C'est pour dire que les matériaux avec lesquels on se loge ne sont peut-être pas les bons matériaux. Ne sont peut-être pas les matériaux appropriés à notre climat, appropriés à notre identité culturelle et urbaine. Faisons un petit cours sur le béton, très vite fait. Le béton a été conçu, ou plutôt a été codifié dès le début des années 1970. Je parle des Eurocodes. Bien sûr, on construisait déjà avant, mais la structure, ou plutôt la codification qu'on connaît aujourd'hui du béton, les normes qui régissent le béton, ont été pensées dès les années 70 et dès les années 80, 1990. Les premières normes ont vu le jour en tant que normes provisoires ENV. EN pour normes européennes. Justement, vous voyez la nuance, normes européennes, et V pour provisoire comme provisoire en allemand. Il faut savoir que les Eurocodes ont été faits en 3 langues. Les 3 langues officielles de l'Europe qui sont le français, l'anglais et l'allemand. Dès lors, ces Eurocodes avaient 2 buts principaux. Le premier qui est d'unifier le marché européen et le second qui est de créer une façon ou de monter une façon de concevoir propre à toute l'Union européenne, anciennement appelée Communauté économique européenne. Il n'a jamais été question pour le béton d'être un matériau africain. Il n'a jamais été question, dès leur conception jusqu'à leur publication, d'être un matériau qui se serait répandu en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 10 Eurocodes qui ont déjà été publiés et qui sont obligatoires dans toute l'Union européenne. Il y en a pas mal encore, comme sur le verre qui est en étude, sur les polymères qui sont en étude encore et qui viendront se rajouter à cette dizaine-là. Mais dites-moi, est-ce que ces 10 premiers Eurocodes nous satisfont déjà? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes ces normes qui gravitent autour du métier de la construction jouent en faveur de nous, les citoyens? Dites-vous bien que chaque fois qu'on construit une maison, c'est 30 à 50% plus cher que son coût réel. Pour faire simple, lorsqu'on vous dimensionne un poteau, on le majore de 30 à 50%. Pour chaque élément structurel de votre maison, on le majore de 30 à 50%.
à qui profite cela réellement? Est-ce vraiment pour la sécurité ou alors il y a une volonté derrière d'enrichir les capitalistes? Nous ne sommes pas ici en train de faire un procès sur le béton. Nous ne sommes pas en train de faire un bashing du fer, du verre ou de tout autre matériau de construction venu de l'Occident. Non, très loin de là. Nous avons besoin de ces matériaux pour construire, mais nous devons les utiliser intelligemment. La façon dont nous usons aujourd'hui nos matériaux, peut-on vraiment dire que ces matériaux sont utilisés pour servir le peuple? Il faut savoir que l'architecture remplit 3 grands rôles de façon générale. Le premier, et qui est le plus important, il doit être utile à la communauté. Cela veut dire simplement qu'un ouvrage qui est conçu et qui ne sert pas la communauté n'a pas sa place. Le deuxième rôle, il doit être durable. Durable, c'est la stabilité de la structure, mais c'est aussi la transmission d'une génération à une autre. C'est aussi le réemploi du matériau et que le matériau, une fois la construction au bout de sa vie, puisse être réutilisé. Mais est-ce vraiment la question? Nous reviendrons. Le troisième, c'est l'esthétique. Il doit être beau visuellement. Revenons sur la durabilité. Selon les normes aujourd'hui, les Eurocodes prévoient du 0 au 2 ou au 3 que le béton a une durée de vie lorsqu'il est construit de 50 ans pour certaines structures et 100 ans pour d'autres. Mais dites-moi, est-ce vraiment raisonnable pour un matériau dont on ne sait pas quoi faire du déchet? À cette allure-là, nos villes dans 50 ou 100 ans deviendront de vrais dépôts de déchets de béton non recyclables. Est-ce vraiment l'héritage qu'on veut léguer à nos enfants? C'est notre responsabilité à nous, architectes, ingénieurs, mais aussi aux décideurs. Surtout aux citoyens qui tous aspirent à avoir un toit et vivre décemment. Mieux encore, nous souhaitons tous léguer un héritage à nos enfants. Mais est-ce vraiment l'héritage qu'on souhaite léguer à nos enfants? Des constructions qui dans 50 ans seront détruites? Non mais sérieux? Ou dans 100 ans, pour les chanceux? Je ne crois pas. Mais pour cela, il faut que nous qui construisons communiquions suffisamment avec des citoyens qui aspirent un jour à construire. Il faut qu'on vous dise qu'il y a d'autres façons de construire avec la terre, avec le bois, avec le bambou. Ah tiens, parlons du bambou. Il y a une de mes vidéos que j'ai faite récemment sur la construction en remplaçant l'acier par le bambou. L'acier a une résistance en traction de 400 à 500 mégapascales. Le bambou, lui, a une résistance en traction de plus de 700 mégapascales pour le même volume. Est-ce que vous vous rendez compte? Plus de 700 mégapascales pour le même volume. Alors jusqu'à présent, nous continuons d'utiliser l'acier et l'industrie marche plutôt bien. À qui profite de crime? Revenons sur la terre. Pour rien que la terre, nous avons au moins 5 à 6 technologies ou méthodes de construction. Mais aujourd'hui encore, le marché du ciment fait rage. Le ciment à lui seul pollue ou plutôt émet plus de gaz à effet de serre que l'industrie de l'aviation mondiale. Que le métier ou les domaines ou le métier de la construction de façon générale, c'est 40% de pollution à l'échelle mondiale. Est-ce vraiment ce type de planète ou de ville qu'on veut remettre ou léguer à nos enfants? Je vais peut-être paraphraser ce que a dit Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Cette terre n'est pas à nous, c'est juste un emprunt que nous avons fait à nos enfants. Est-ce une ville qui deviendra dans 50 ou 100 ans un vrai dépôt de déchets urbains qu'on souhaite léguer à nos enfants? Est-ce une ville où aujourd'hui déjà le réchauffement climatique rend presque impossible de vivre dans une maison sans climatiseur, sans ventilateur, sans réfrigérateur? Est-ce ce type de ville qu'on souhaite léguer à nos enfants? Parce qu'il faut le savoir, c'est le premier héritage que chacun d'entre nous léguera d'abord, avant tout autre bien. C'est par là que tout commence. Je précise encore, ici, il n'est pas question de faire du bashing du béton. Parce qu'il faut le dire aussi, dans une autre de mes vidéos, je parlais du fait de remplacer le gravier par de la coque. Ce qui rendra le béton beaucoup moins lourd et donc beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus écologique. Parce qu'il faut savoir que ce sont des coques végétales. Là encore, on n'en parle pas. Nous continuons d'agresser la nature, de faire des carrières partout où on trouve de la pierre. Est-ce vraiment le modèle architectural? Est-ce vraiment le modèle de ville qu'on souhaite léguer aux générations qui viendront après nous? Je ne crois pas. Mais revenons à l'essentiel. C'est quoi les villes qu'on souhaite avoir demain? Quels sont les modèles de villes que nous souhaitons
offrir demain aux générations qui viendront après nous. Les responsabilités, comme je l'ai dit précédemment, reviennent d'abord à nos décideurs, les premiers, ensuite à nos constructeurs, ingénieurs, architectes et toutes les autres personnes qui gravitent autour du métier, ensuite aux citoyens qui aspirent à construire. Il y a d'autres façons de construire. Nous reviendrons sur d'autres vidéos, sinon vous pourrez écouter la vidéo sur les terres. Le but ici n'est pas de parler d'un matériau spécifiquement, mais de planter le décor sur ce que est les villes de demain qu'on peut avoir, les villes de demain auxquelles on aspire et dire qu'il y a d'autres façons de construire, beaucoup plus décentes, beaucoup plus vivables. Prenons le cas d'Abidjan. Aujourd'hui, on dit tous d'Abidjan, c'est une ville très chère, comme Dakar d'ailleurs, comme Libreville, comme en Guinée. Ce sont des villes où on dit, d'Afrique surtout, je parle d'Afrique francophone, je reste d'abord dans ce contexte, qu'elles coûtent très cher. N'est-il pas temps pour nous, et avec nos décideurs, de penser un modèle constructif qui protège toutes les couches de la société? N'est-il pas temps pour nous de s'inspirer du modèle européen qui montre ses limites de jour en jour et de tirer les leçons afin de les réadapter à notre contexte à nous et offrir un logement plus décent à chacun des citoyens? Parce que oui, c'est le rôle de nos décideurs de bien nous loger. Parce que oui, c'est notre rôle à nous citoyens de prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit de construire, lorsqu'il s'agit de se loger, lorsqu'il s'agit d'investir sur un bien. C'est ça notre rôle. Les décideurs auront beau faire ce qu'ils ont à faire. Ils essaieront toujours, de par la baisse des taxes sur le ciment, la baisse des taxes sur le fer. Mais est-ce vraiment la solution aujourd'hui en Afrique? Je ne pense pas. La solution réside ailleurs. Mais c'est à nous d'avoir le courage de franchir le pas. C'est à nous de décider qu'on veut construire autrement, qu'on peut construire autrement. Alors dans cette première vidéo, je ne vais pas rentrer sur comment construire, parce qu'il y aura d'autres éditions, ou plutôt d'autres capsules de ce genre, où on parlera plus de comment construire avec la terre, ses propriétés thermiques, ses propriétés acoustiques. La responsabilité est encore plus grande pour les citoyens, parce que tous sommes d'abord citoyens avant d'être dirigeants. C'est à nous de transmettre aux générations qui viendront après nous une autre façon de construire, un autre narratif de la construction. Je n'ai pas envie de jouer à la théorie du complot en disant que le béton c'est une forme d'impérialisme, mais chacun pourra tirer une leçon lors des prochaines vidéos qu'on fera. Le béton, c'est 2400 kg par mètre cube. Et l'acier, c'est 7850 kg par mètre cube. Pour un béton armé, ce qui veut dire du béton plus de l'acier, c'est 2500 kg par mètre cube. Mais dans 1 mètre cube de béton, nous avons 350 kg juste de ciment. Et pour le reste, on parlera des granulats, gravier, sable et de l'eau. Il faut savoir que avec de la coque, on réduit le poids volumique du béton presque de moitié. Oui, presque de moitié. On a des ouvrages moins volumineux qui prennent moins d'espace, qui polluent mieux. Quand je parle de moins d'espace, en termes de portée du matériau, cela voudrait dire que où on a un béton de 2500 kg, un béton armé de 2500 kg par mètre cube pour une portée de 6 mètres, avec ce même volume, pour cette même retombée, on peut avoir 8 mètres avec un béton plus léger. Oui. Est-ce qu'il n'est vraiment pas temps pour nous de repenser notre façon de construire? C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes tous en tant qu'ingénieurs, architectes, obligés de se caler sur des normes qu'on a tous appris à l'école. Nous sommes obligés de respecter les eurocodes pour bâtir. Mais est-ce qu'il n'est vraiment pas temps pour nous de décoloniser nos mentalités et de sortir de cette mentalité impérialiste du tout est bon lorsqu'il vient de l'Occident? Et de se dire qu'on peut réécrire notre façon de construire, qu'on peut réécrire nos normes à nous, qui nous respectent nous, qui intègrent notre façon en nous de vivre. Je prends un autre exemple tout bête. Lorsqu'on dimensionne un bâtiment, généralement, on tient compte de 150 à 200 kg au mètre carré pour des charges d'exploitation. Cette charge-là est complètement prise en compte en fonction, comme je vous l'ai dit précédemment, des eurocodes. Et les eurocodes, elles viennent de l'Occident. Il n'a jamais été question d'intégrer la façon dont vivent les Africains. Chez nous, nous avons une autre façon de vivre. Chez nous, nous avons une autre façon d'habiter ou de partager les espaces, qui n'est pas le même qu'en Occident. Pourtant, les hypothèses de calcul que nous émettons, les hypothèses de calcul que nous prenons en compte et les interprétations que nous faisons des résultats découlent complètement des normes qui n'intègrent pas notre façon de vivre à l'africaine. Est-ce vraiment cela, la façon dont nous souhaitons vivre? Et là, ce n'est pas la faute aux citoyens, non.
C'est la faute de nos décideurs et à nous, architectes et ingénieurs. Parce que si nous n'informons pas, ils ne seront pas le citoyen qui veut construire. C'est à nous de leur dire qu'il y a une autre façon de construire. Et c'est aux citoyens de beaucoup plus s'intéresser à pourquoi est-ce qu'ils vivent dans des villes qui leur coûtent trop cher, qui chauffent trop, qui ne les appartiennent pas. Et quand je parle d'appartenir, je parle d'appartenance culturelle, je parle d'identité culturelle, d'identité urbaine. Le béton n'est pas un symbole de richesse, que le béton n'est pas un matériau noble et que la terre propose mieux. Lorsque je parle de terre, je parle de tout ce qui gravite autour, de la pierre, du bois, du bambou, de la ventilation naturelle et autres. Je parle aussi de construire avec des techniques qui nous sont propres, des techniques qu'on utilisait déjà bien avant les années 1900 ou début du XXe siècle, des techniques qui ont marché et qui ont fait leurs preuves. Dites-moi, est-ce normal qu'aujourd'hui, nos palais culturels sont faits complètement, ou du moins à 95% à base du béton, que tous les équipements qui sont installés dans nos palais culturels, et pas que culturels, nos chefferies traditionnelles sont faites à 95 voire parfois 100% de matériaux modernes ou en guillemets censés être modernes importés de l'Occident. Est-ce vraiment cela les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants? Est-ce que lorsqu'on va aujourd'hui dans nos temples traditionnels, est-ce que lorsqu'on va aujourd'hui dans nos palais traditionnels ou dans nos centres culturels, on s'identifie encore à notre culture réellement? Est-ce que ces matériaux, ces équipements sont culturellement liés à nous? Chacun se fera une idée. Mais ici, ce n'est pas ça la question. La question ici, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette étape du béton? Comment est-ce qu'on fait pour construire autrement? Comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier nos villes et créer un autre narratif de nos villes? Comment est-ce qu'on fait pour stopper cette avancée de forêt de béton qu'est devenue nos villes aujourd'hui? C'est à nous de prendre cette décision. C'est à nous de faire les bons choix afin que nos enfants demain ne subissent pas, comme nous, les villes qui nous étouffent. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à liker, à partager, mais surtout à t'abonner. Mets un avis en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre. Sans complaisance, mais surtout sans dogmatisme. Essayons de voler sur la question, d'évoluer sur la discussion, afin qu'on sorte de là avec une architecture qui nous ressemble, nous Africains, avec une architecture dans laquelle chacun d'entre nous s'identifie, de par l'expérience de la ville où il se trouve à travers l'Afrique. Porte-toi bien.